Je provoquais les bagarres. Quand mon père est décédé, il y a une des choses qui me faisait trop mal, c'était que je ne pouvais plus dire papa. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui pardonnent se sentent comme des lâches ou bien ressentent ça comme une trahison? Parce que le pardon, ça libère certes, mais c'est dur. Les personnes qui meurent, certes, elles quittent ce monde, mais elles restent en nous. Et peu importe la taille du traumatisme, tu parles de la culpabilité des victimes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pardonne d'abord pour soi. Pour soi. C'est pas pour l'autre. Hein. Ça veut pas dire, par exemple, pour une personne qui a été violée que tu vas être pote avec ton agresseur. Non, c'est pour toi. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Lorsque la souffrance devient trop grande, on peut avoir l'impression que seule la mort peut y mettre un terme. Pourquoi dis-tu ça dans ton livre? Parce qu'on pense que quand on meurt, c'est-à-dire on ne vit plus, donc c'est ça. Oui. Quand on meurt, en fait, on ne vit plus. on va plus ressentir cette souffrance. Donc on a envie de quitter cette terre qui nous cause en fait ces souffrances. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de me suicider? Ouais. Non. Mais pourquoi est-ce que tu as... parce que quand tu parles, on dirait Si. Après la mort de mon papa. En fait, comme je l'ai dit dans le livre, il a été... il a été tué parce qu'on avait mis des mines anti-chars dans la capitale. Et moi aussi, en fait, à chaque fois, je voulais en fait passer sur une mine et partir. Voilà. D'accord, parce que tu te disais que en marchant sur une mine, tu allais mourir pour aller le retrouver où il se trouve. C'est ça. D'accord. Tellement la souffrance était grande. Oui, je ne supportais pas de ne plus l'avoir dans ma vie. D'accord. Une autre expression de ton livre qui m'a beaucoup marqué, c'est « La douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de notre humanité, notre capacité à ressentir. » Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Mais les gens qui pleurent sont des faibles. Parce que au départ, je pensais que quand j'avais la douleur, j'étais faible, que je n'étais rien. Mais en fait, ça veut dire que chaque être humain, c'est surtout après avoir rencontré des personnes pour moi que je considère que ce sont des personnes costauds. Et une fois quand il ou elle me raconte leur histoire, je me rends compte en fait que ces personnes-là sont fortes parce qu'elles ont enduré des douleurs, elles ont pu dépasser certaines douleurs. Donc, in fine, je me suis dit, en fait, la douleur, c'est humain. C'est pas un signe de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse, c'est juste en fait... Bon, ça peut être un signe de faiblesse lorsque on se laisse en fait... lorsqu'on laisse la douleur gagner. D'accord, ok. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais quand en fait, à chaque fois, la douleur, c'est quelque chose qui doit arriver. Chaque personne doit avoir... on a plusieurs fois dans notre vie connu des douleurs. Et c'est en les dépassant qu'on devient encore plus fort. D'accord, ok. Ouais. Et que penses-tu du dicton qui dit « Les personnes blessées blessent » ? Les personnes blessées blessent. On donne ce qu'on a. Si j'ai été blessée et que j'ai pas eu le temps de guérir, je vais lancer ce que j'ai, la blessure. Si on m'a insulté un jour je sais pas, allez, je vais te donner un exemple sur moi. On m'a toujours dit que j'avais un gros front. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je l'ai accepté, mon cœur reste ouvert. mais à l'époque, parce qu'on m'avait blessé à cause de ça, je blessais les autres. Je leur disais pas qu'ils avaient de gros fronts. Dans mon groupe d'amis, j'étais la seule. Mais je leur lançais d'autres pics parce qu'en fait, j'étais blessée.
Mais bon, il y a aussi d'autres cas dans ma vie où, voilà, on donne ce qu'on a. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que Jésus-Christ peut être la solution à tous nos problèmes? C'est à chacun de répondre. Moi, pour j'ai moi. dit en quoi, tout cas, toi, pour moi, quoi, voilà. pour moi, Ouais. pour moi, à chacun sa réponse. Ouais. Pour moi, il est la solution à tous mes problèmes. À tous tes problèmes. Donc, même quand tu as faim, il peut résoudre tes problèmes. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Il va me dire, quoi cuisiner? Regarde dans le frigo, il y a un steak, il y a je sais pas quoi, va cuisiner ou va acheter. Voilà, c'est ça. Top. Je vais avoir une invitation. On sait jamais. On sait jamais. Hey, Seigneur. C'est ça même. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris. On a un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Nouveau décor, nouvel épisode. Comme le veut la petite coutume, on rigole là, ben, ça va monter au fur et à mesure. Parce que là, maintenant, elle rigole, hein, mais elle ne sait pas ce qu'il attend. Donc, on souhaite la bienvenue aujourd'hui à Charlène Irakodze. Et je crois que c'est la première fois que sur ce podcast, j'interviewe une Burundaise. C'est la première fois, je te dis, c'est la première fois. Donc, on va aller chercher ce qu'il y a dans le ventre de la Burundaise. Parce que, est-ce que toi-même, tu connais un Burundais autour de toi? André nous a dit, combien peuvent dire qu'ils connaissent des Burundais? Bon, bref. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Parce qu'on veut le sang. I don't want peace, I want problem. De toute façon, la peine n'est pas rentable, sauf pour le vendeur d'armes. Donc, je tiens à préciser que la particularité de Charlène, c'est qu'elle sera conférencière et auteure au week-end de l'écrivain ce 3 mai au Salon de l'Aveyron. Et l'idée pour nous, c'est que derrière son histoire, derrière son expérience, derrière sa vie, que tu puisses tirer une leçon. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire son livre. Moi, j'ai tiré une leçon très forte, mais je laisserai le soin de nous la raconter. Donc, pour en savoir plus, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et bien sûr, on fait un gros big up à Herman Kamga qui est à la régie et à Ultimate Pod qui nous permet d'avoir ce décor pour cette émission. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Bonjour Charlène. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, je vais aussi bien que Michael Jackson, c'est une piste de danse. Ah bon? Mais je ne sais pas si dans les minutes à venir, ça sera encore le cas pour toi. Ah, je sais pas, je suis prête. Hein. Ok, ça va. Toujours prête. Toujours prête, tu es prête. Comme les scouts. Ah! Toujours prête. Tu sais que tu n'as pas les origines camerounaises? Je sais pas, peut-être. Peut-être. C'est un peuple que j'apprécie. Que tu fréquentes beaucoup. Le continent. Les personnes, les aides de destinée. Voilà! C'est ça même qui est la vérité. Charlène, ta caméra est là. Voilà. Qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Je suis Charlène Irakodze, qui veut dire Dieu merci. Et je suis originaire du Burundi. Je suis née au Burundi, à Bujumbura précisément. C'est la capitale, non? Maintenant, c'est la capitale économique. Mais à l'époque, c'était la seule capitale. Quand je suis née. Ah, quand tu étais jeune? Ouais, non, quand je suis née dans la capitale. Ah! La fille de la capitale. Voilà! Donc, j'ai grandi là-bas. Et je suis arrivée après le bac en France pour faire mes études universitaires. Et maintenant, je suis ingénieure en qualification logicielle. Et à côté, je suis investisseuse. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui est développement personnel. Et je fais partie de différents groupes, de différentes associations qui aident les personnes démunies. Voilà. Ok. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat, Charlène. On y va. Dans ton livre, quand même, il y a en filigrane le décès de ton père. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Alors, mon père, il est décédé en 1997. À cette époque, en fait, on avait mis des mines anti-chars dans la capitale de Bujumbura. Et donc, lui, il rentrait, il était avec certains membres de sa famille. Et malheureusement, la voiture dans laquelle il était, il est passé sur une mine. Il est décédé et je l'ai su. Il est décédé le 12 mars. Non, c'était le 12 mars. Ça avait été posé le 12 mars 1997. Donc moi, je l'ai su le lendemain en quittant l'école.
Du coup, pour moi, je ne savais pas ce que c'était, les mines anti-char. Moi, je pensais que c'était bon, ok, c'est un accident. Et par la suite, quelques mois plus tard, donc c'était l'année suivante, je pense début de l'année 1998, à la télé, ils ont annoncé les présumés poseurs de ces mines. Et parmi les noms qui ont été cités, il y a un nom qui m'est resté dans la tête. Et je ne pourrais pas savoir pourquoi. Ben, vous saurez ce nom dans le livre. Il faudra lire le livre. Donc, c'est une personne qui est beaucoup connue au Burundi. Et donc, pour moi, quand j'ai su, en fait, quand j'ai entendu le nom déjà de mon père être cité à la télévision et après le nom des présumés poseurs, donc le nom qui m'est resté dans la tête, pour moi, c'était, c'est lui le gars qui a tué mon papa. Et toujours, je me rappelle, ce soir-là, imaginez une petite fille de 8 ans devant un écran. J'ai décidé tout de suite de me venger. En gros, je me suis dit, là j'ai 8 ans, je ne peux pas passer à l'acte. Et en plus, je ne connaissais pas le visage de cette personne. Enfin, je ne le connaissais pas encore parce qu'on n'a pas montré les photos de ces présumés. On a juste dit leurs noms. Et du coup, je me suis dit, là j'ai 8 ans, je vais me venger, je passerai à l'acte à 25 ans. À l'époque, je pensais que 25 ans, c'est bon, t'es grand, tu peux accomplir plein de trucs. Et je me suis dit, comment en fait me préparer. Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au sport, à me battre dans le quartier. J'aimais les combats. Je ne me battais pas avec les petits parce que pour moi, c'était diminuer mon level. Je me battais avec les enfants qui avaient le même âge que moi ou ceux qui étaient plus grands que moi. Ou quand il y avait 2 enfants en même temps, j'aimais ça. Les autres pensaient que, elle est turbulente, mais non, moi, j'avais un plan dans la tête. Et j'avais décidé de ne pas dévoiler ce secret, ni à ma mère, ni à ma famille, ni à mes amis, ni à mes camarades de classe, ni à mes enseignants à l'école. À personne. C'est même maintenant, ma mère l'a su, là, il y a à peine 2 ans. Et donc... Donc tu provoquais même des bagarres. Je provoquais les bagarres. Et justement, tu racontes même dans ton livre, à un moment donné, qu'il y a eu un cas de bagarre où il y avait 2 gars qui embêtaient tes amis. Oui. Et tu allais te taper avec eux. Oui, parce que c'est ce que je vais préciser sur ce sujet, c'est que les 2 gamins, c'était les enfants, c'était des enfants de la rue accueillis par une dame, par une voisine. On avait une voisine qui accueillait beaucoup d'enfants de la rue. Et à l'époque, on pensait que les enfants de la rue, ils sont méchants et plus forts, ou on leur donnait une mauvaise étiquette. Donc pour moi, c'était, les enfants de la rue, ils sont 2. Là, il faut que je monte de niveau. Il faut que je me batte avec eux. Là, c'était le jackpot. Ouais. Le jackpot. Ouais. Ils embêtaient. Je ne sais pas ce que mes amis leur avaient fait. Moi, j'étais tranquille dans le coin et j'ai senti une voix qui me disait « Vas-y, Charlène, monte de niveau. » Et comme j'aimais bien les films de Jackie Chan, tout ça, ils m'ont pas vu venir. Ouais. J'ai sauté. J'ai fait un mix de Jet Li, Jackie Chan, Rambo, tout ça. La génération nouvelle ne peut pas connaître. Mais ils vont regarder sur... ChatGPT va vous donner... J'ai sauté dessus. J'ai commencé à faire des box comme... j'ai commencé à les boxer comme Mohamed Ali, tout ça. Et eux, ils me disaient, mais toi, on t'a rien fait. Mais pourquoi tu nous sautes dessus? Et il fallait que je trouve une excuse. Ouais, vous tapez mes amis. Mais en fait, je m'en foutais de mes amis. Excusez-moi, mes amis. Mais je m'en foutais carrément. Moi, je voulais monter de niveau. Et du coup, heureusement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis née dans une famille chrétienne. Donc, ma mère, elle m'amenait tout le temps à prier. Même si quand on est enfant, on a juste envie de dormir, manger et jouer. Ouais. Moi, je ne voulais pas aller prier. Donc, mais elle m'amenait toujours là-bas. Et il faut juste noter que
au Burundi, surtout à cette époque, il y avait beaucoup, maintenant je ne pourrais pas savoir, mais à cette époque, il y avait beaucoup de veuves et beaucoup d'orphelins à cause des guerres, à cause de plein de choses. Bien sûr. Et du coup, leur seul réconfort, c'était prier. Donc, voilà. Donc, on allait souvent, on m'amenait à prier. Il y a un groupe de laïcs. Ça s'appelle Foyer de Charité. Je pense à un groupe de laïcs. On allait souvent là-bas. Il y a un prêtre qui disait souvent Jésus, c'est le père des orphelins, c'est le mari des veuves. À chaque fois, il répétait ça comme un perroquet. À un moment, ça commençait à m'énerver. Et un jour, ça se trouve, en fait, au foyer les gens qui ont fréquenté le foyer de charité, en fait, comment c'était, on était assis en mode en cercle. Enfin, les chaises étaient disposées en mode cercle et les enfants étaient assez au milieu. Oui. C'est justement pour permettre aux parents de pouvoir prier facilement. Et quand tu voulais aller aux toilettes, il fallait demander la permission à ton parent discrètement parce qu'il fallait rester en fait. Et un jour, j'en pouvais, je voulais pas rester assise là, et donc j'ai cherché un moyen pour aller aux toilettes. Enfin, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes, mais en gros, je voulais un peu esquiver. Et en allant vers les toilettes, le prêtre, il disait tout le temps ça, il répétait la même phrase, Jésus, c'est le père des orphelins, c'est le mari des veuves. Oui. Au bout de la énième fois, cette phrase m'a saisie. J'ai été, on va dire, elle m'a conquise. Du coup, je me suis dit, en fait, Jésus, je peux t'appeler papa? Et une voix m'a dit, oui, tu peux m'appeler papa. Et à cet instant-là, ça, c'est la première délivrance. La première délivrance, je me suis dit, ouais, quand même. Il ne faut pas que je tue le monsieur. Parce que si je le tue... Parce que moi, j'étais persuadée que j'allais le tuer. Il n'y avait pas de... Non, j'étais pas... C'était le seul et l'unique plan. J'étais persuadée. Si je le tue et que je finis ma vie en prison, je vais gâcher ma vie. Mais non, je ne vais pas le tuer. Mais je ne vais pas lui pardonner. C'est hors de question. Donc, j'ai compté toute ma vie. J'ai passé juste après ça, j'ai commencé à m'intéresser à Jésus comme c'était le papa. Donc, enfin, je pouvais dire papa. Parce que quand mon père est décédé, il y a une des choses qui me faisait trop mal, c'était que je ne pouvais plus dire papa, le mot papa. Mais là, Jésus m'a donné l'occasion de redire, d'appeler quelqu'un papa. Ouais. Et même maintenant, quand je prie, je l'appelle papa. Alors, donc, en m'intéressant à la prière, je commençais à prier. Donc, on nous disait, quand vous priez, il ne faut pas prier en pensant à autre chose. Donc, il faut être concentré. Et parce que Dieu vous écoute, tout ça. Et un jour, je priais je sais pas, je pense que j'étais en train de réciter la prière du Notre Père. À un moment, j'ai su que, en fait, il y a une partie où on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et là, le Seigneur m'a dit, mais pardonne aussi au monsieur. Et j'ai dit jamais, jamais. Mais je peux pas la parole de Dieu dit que Dieu ne va pas pardonner. En gros, en fait, si tu le dis pas, c'est... Tu seras en train de mentir si tu répètes cette phrase. Et j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, pour te montrer que je suis tellement sérieuse dans cette affaire-ci, je vais éviter de dire cette phrase. Donc, en gros, je récitais toute la prière. Et quand on arrivait, au moment de dire pardonne-nous nos offenses, je me taisais. Mais, ok, vas-y. Et après, je continuais. Je disais, mais Seigneur, au moins, moi, je ne suis pas hypocrite. Parce que tu vois, tel. Ils disent ça, mais tu sais très bien qu'ils sont hypocrites. Tu sais très bien qu'ils ont de la rancune envers d'autres personnes. Mais moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, je ne vais pas lui pardonner et je ne vais pas répéter ça. Mais pendant combien d'années tu l'as fait, ça? Waouh, je pense au moins... Alors, au moins plus de 15 ans. Ah oui, quand même. Oui, plus de 15 ans. Et il faut dire que j'allais souvent à la messe. J'ai fait... mon lycée, c'est un lycée... à l'époque, c'est un lycée de sœurs. Donc, j'ai fait l'internat de sœurs.
Donc, j'allais à la messe, c'était obligatoire, à un moment, presque tous les jours. Après, j'allais à la messe souvent, je récitais des chapelets. Donc, j'avais beaucoup d'occasions pour réciter cette prière. Et à chaque fois, je me taisais. Quand je ne disais pas cette partie. Donc, par la suite, cette personne, la personne qui le présumait, il avait été condamné à mort. Et en étant condamné à mort, à un moment, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, la politique, bon, on dit, bon, déjà, je signale que ce n'est pas un livre sur la politique. Je le signale, c'est juste, je parle de comment j'ai pu pardonner. Parce que c'est très complexe chez nous. Donc, à un moment, la personne elle avait été jugée. Et ça a changé. Je ne peux pas savoir comment et ni pourquoi. Après, il est devenu quelqu'un qui de très important. Oui, pour le pays. Pour le pays. De très important, ça veut dire qu'il avait des pouvoirs dans mon pays. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, là, c'est trop. Moi, j'attendais qu'il soit condamné. Là, c'est trop. Donc, j'ai décidé de ne vraiment plus penser à lui. Ça veut dire que lui, je l'avais mis dans une cage et j'essaie de l'oublier et je vivais ma vie comme une personne normale. Mais bien sûr, à chaque fois que je récitais le Notre Père, je ne disais pas la partie. Donc, il y a eu beaucoup de... je pense que j'ai commencé à... il y a tout le temps quand même le Seigneur me rappelait, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais j'ai pu quand même lui pardonner là, vraiment en 2022. C'est tout récent, quoi. C'est vraiment tout récent. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager. Donc tout ce qui s'est passé, c'est dans le livre. En effet. Voilà. Et moi, j'aimerais revenir sur certains épisodes. C'est quoi le plus difficile lorsqu'on perd un être cher? Le plus difficile, c'est de se dire qu'on ne va plus le voir à nos côtés, on ne va plus entendre sa voix, que surtout par exemple pour un parent, c'est s'il m'arrive quelque chose, il sera pas là pour me protéger. D'accord. Mais dans ton cas, tu dis aussi quand j'étais plus jeune, tu comprenais pas pourquoi est-ce que tu arrives à la maison, toi tu comprends pas pourquoi est-ce que on enterrait vite les gens. Oui, enfin, en fait, c'est qu'en fait, quand je perds mon papa, je revenais de l'école et c'est là où j'ai su que, en fait, il est décédé et les gens ils pleuraient et en même temps, ils étaient en train de préparer les obsèques. Moi, je comprenais pas, mais dis donc... pourquoi vous précipitez trop les choses? En fait, quand tu es enfant, je sais pas, je pense que moi, je voulais... Peut-être que je me disais, peut-être qu'il va ressusciter. Peut-être. Je comprends. En fait, je n'arrivais pas à comprendre que je ne le verrais plus. Voilà. Et justement, et après, dans ton livre, tu décris le fait que tu as été victime d'un traumatisme lié à la manière dont ton père est décédé. Oui. D'accord, ok. Mais derrière ça, tu parles de la culpabilité des personnes, des victimes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La culpabilité des victimes. Le fait que certaines personnes qui sont des victimes de certains traumatismes, se sentent coupables, du coup, elles n'en parlent pas. Ah oui, alors ça, je parlais beaucoup plus pas par rapport à moi, mais par exemple pour les gens qui ont été violés. Souvent, quand une femme est violée, la première question qu'on va lui poser, c'est « tu faisais quoi? Tu étais habillée comment ?» Ah oui, ok. C'est souvent la question, ou une femme qui a été battue, c'est « tu avais fait quoi ?» Et c'est ça en fait, on va prendre le cas pour les gens qui ont été violés, que ce soit les hommes ou les femmes, hein. C'est souvent peut-être que c'est de ma faute si la personne a fait cet acte. Peut-être que si je n'étais pas à ses côtés, si je n'étais pas passée dans cette rue, peut-être que je lui aurais pas donné envie de faire ça. Peut-être aussi parce que
il ou elle sait que lorsqu'une personne rencontre ces soucis, on lui pose toujours la question en fait, on le culpabilise. Tu faisais quoi? Tu étais où? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es rentré à telle heure? Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Et la personne, en fait, va se dire, finalement, c'est de ma faute. Finalement, si je n'avais pas mis cette jupe, c'est peut-être de ma faute. Mais est-ce que toi, tu t'es senti coupable du décès de ton père? Coupable, non, mais j'étais en colère. Ok. Et tu vois, on voit toute cette colère que tu auras nourrie pendant des années. Et maintenant, dans ton livre, tu présentes le pardon comme étant l'élément qui t'a permis de passer à autre chose. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que le pardon t'a permis de passer à autre chose? Alors déjà, le pardon, je me permets de répéter une phrase d'une dame qui m'a partagé aussi son témoignage. Je la cite dans mes remerciements. C'est Madame Georgette Sadik. Elle m'a dit, elle aussi, elle a pardonné. Elle a dit, j'ai choisi le pardon pour ne pas devenir folle. Moi, j'ai jamais choisi le pardon, personnellement. Ah, ok. C'est le Seigneur qui m'a conduit à pardonner. Moi, je me disais, mais si je pardonne, ça veut dire que je trahis mon père. Mais quand j'ai pardonné, j'ai senti une paix que j'avais pas, que je connaissais pas. Et quand j'ai senti une paix que je ne connais, après avoir eu cette paix, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont, en fait, il y a plein de bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie. J'ai commencé je sais pas. Là, j'ai dit que j'étais investisseuse, oui. C'est un exemple. Oui. Là, j'ai commencé à réussir dans mes investissements, par exemple. Je pense que le fait de ne pas pardonner, ça te bloquait? Alors, ne pas pardonner, oui, je pense que ça me bloquait. Parce que j'avais dans ma tête, tu sais, je nourris, en fait, je pense que je dégageais une énergie. C'est pas que je pense, c'est vrai. Je dégageais une mauvaise énergie. Une énergie de rancune. Oui. Et ce qui fait que ça me bloquait plusieurs bénédictions. En fait, je pensais qu'il y a plein de choses auxquelles je pensais que j'étais incapable. Donc là, quand on est plus libéré, délivré, on vit, on savoure la vie. Et en savourant la vie, on découvre des choses, on découvre nos forces, on découvre nos capacités. Voilà, en tout cas, il faut l'expérimenter pour le comprendre. D'accord. Toujours en ce qui concerne le volet du pardon, il y a beaucoup dans ton livre, souvent tu en parlais, beaucoup de fausses vérités autour du pardon. Et pour toi, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui pardonnent se sentent comme des lâches ou bien ressentent ça comme une trahison? Parce qu'on pense que si je pardonne à telle personne, j'accepte ce qu'il a fait. Ça veut dire que, par exemple, on va parler de mon cas. Si j'ai pardonné aux gens qui ont tué mon papa, ça veut dire que devant la justice, je vais demander qu'il ne soit pas jugé. Alors que non. Moi, je le fais pour que mon âme, mon esprit, tout mon moi soit libéré, vive en paix. Il faut que je vive en paix. Donc, ça veut dire que, est-ce que selon toi, on peut tout pardonner dans le but de vivre en paix? En tout cas, ce qui est sûr, selon mon expérience, on peut tout pardonner. On peut tout pardonner. Bon. Et on pardonne parce qu'on veut se libérer. Ah, on pardonne d'abord pour soi? Pour soi. C'est pas pour l'autre. Hein. Oui. C'est pas pour l'autre. Ça veut pas dire, par exemple, c'est pour une personne qui a été violée que tu vas être pote avec ton agresseur. Non, c'est pour toi. Parce que déjà, la personne, on va dire, mon cas, il y a une personne qui a pris la vie de mon papa. Oui. Donc, quand je ne veux pas lui pardonner, ça veut dire que je me mets moi-même dans une prison. Je ne peux pas honorer mon père on va dire de la bonne façon. Oui.
là, en vivant librement, parce que quand même, quand on ne pardonne pas, ce qu'on ne sait pas, c'est que en fait, on s'auto-attache. On s'attache soi-même. Oui. Il y a des chaînes qu'on ne voit pas, mais on est attaché. Bon, mais pourtant... On est emprisonné. Ouais. On est emprisonné par ce non-pardon. Et là où, je pense, mon père, quand il me regardait, peut-être qu'il n'était pas... Il avait du mal. Enfin, il avait peut-être mal au cœur. Mais imagine-toi, par exemple. Bon, je ne te le souhaite pas, mais tu meurs parce qu'on t'a tué et tu vois ton enfant, au lieu de... Parce que tu vis, là, quand tu as un esprit, on va dire comme ça, quand on voit les films, tu vois, les esprits, ils voient tout. Oui. Oui. Donc, tu vois que ton enfant, ça lui fait mal de t'avoir perdu. Oui. Et tu vois qu'il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses qu'il pourrait accomplir, mais qu'il n'arrive pas à les accomplir parce qu'il est bloqué par le non-pardon. Ah. Tu vois ça? Et toi, tu aimerais quand même qu'il soit délivré pour en fait accomplir toutes ces choses, toutes ces choses magnifiques. Et c'est dans ce but que je disais que le pardon délivre. D'accord. Et peu importe la taille du traumatisme? Peu importe la taille du traumatisme. Et c'est pour ça que j'ai bien dit, il faut se faire accompagner. Ah, ok. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain en mode « Ouais, j'ai pardonné ». Moi, ça m'a pris beaucoup d'années, plus de 15 ans, plus de 20 ans, je pense. Enfin, je n'ai pas calculé, mais c'est minimum plus de 15 ans. De 98, quand j'ai su le nom du présumé, enfin des présumés, surtout celui que j'ai retenu, jusqu'en 2022. Faites les calculs. Donc, pour les gens qui prient, allez consulter des gens, des pasteurs, des prêtres, des imams. Il y a aussi des psys pour les gens qui prient et même pour les gens qui ne prient pas. Oui. Il y a des psys, il y a des groupes pour t'aider, mais fais-toi aider. Parce que, in fine, le pardon, c'est la libération. D'accord. Et, ok, d'abord, il y avait un soupçon de vengeance. Oui. Bon, imaginons une personne qui a plus ou moins vécu la même situation que toi. Il dit que non, si je lui pardonne, c'est trop facile. Elle se dit, bon, ok, je pardonne, mais je veux quand même me venger. Tu dis quoi? Tu veux te venger. Venge-toi. Mais tu vas payer les conséquences. En fait, il y a une phrase que j'aime bien. Il dit, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on n'est pas libre des conséquences de nos faits. C'est fort, ça. Donc, par exemple, si tu dis, ok, telle personne a tué mon parent ou mon papa ou ma maman, je vais quand même me venger. Tu le tues. Peut-être que la justice n'a pas attrapé l'autre, mais la justice va t'attraper et tu vas finir ta vie en prison. Donc, venge-toi et tu vas quand même payer le prix. Et ça ne va pas quand même honorer la mémoire de la personne que tu as perdue. Tout à fait. Non, c'est profond ce que tu dis. Donc pour toi, tout se pardonne et il ne faut pas se venger. Mais si moi je trouve que c'est trop facile, par exemple, moi j'ai été victime, j'ai été victime de, je ne sais pas moi, par exemple comme toi, quelqu'un a peut-être porté atteinte à la vie de ma mère. Et comme je pardonne, je ne fais rien. Mais quelque part, c'est trop facile pour lui, il s'en sort trop vite. Est-ce que tu n'es pas en train de rejoindre le manque de prise de responsabilité qui caractérise très souvent les chrétiens, moi, Etiabal réel, vous connaissez, qui justement, ils disent que bon, ok, tu as fait, moi, je te pardonne, je remarque les mains de Dieu, celui qui va s'occuper de ton cas. Alors, il faut que je précise une chose. Par exemple, pour une personne, quand tu es dans un pays où la justice peut se faire, est rendue équitablement, tu portes plainte, la personne est jugée. Et après, tu pardonnes pour toi, pour enlever cette rancune. Mais moi, j'attends toujours que la justice soit faite. Et en plus, on est même nombreux dans mon pays qui... Avec la même situation. Avec la même situation. Donc, si un jour, on les recondamne, parce que déjà, on ne sait pas qui est qui, parce que là, on nous a présenté les présumés causeurs en 1998.
Là, je ne sais pas si c'était eux ou si c'était le gouvernement qui était au pouvoir à cette époque. Oui. Je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est à la justice de faire son travail. Mais moi, j'ai pardonné pour moi parce que, en attendant que cette justice soit faite, il faut que je vive. Oui. J'ai une vie. Et si je ne pardonne pas, ça veut dire que je donne à cette personne qui a tué mon papa le droit de restreindre ma vie. Non, non, il n'est pas aussi important quand même. J'ai une vie, je vais la savourer. Ouais. J'ai une destinée, je vais l'accomplir. Aïe, aïe, aïe. Oh! Amen. Amen. Énorme. Énorme. Et, autour de toi, Oui. est-ce que tu as vu de rencontrer des gens qui ont du mal à pardonner? Dans ma communauté, on a du mal à parler de ça. Ah, vous avez du mal. On a Pourquoi du pas? mal. C'est trop traumatisant. Il y a trop. C'est bon. Il y a des fois où les langues se délient Ouais. après quelques bières. Ouais. Mais on a du mal à. On parle pas. On a vraiment du mal à parler de ce sujet-là. De ce sujet-là. Donc, je pense que vraiment, avec le pardon, on réussit à retrouver la paix intérieure. En tout cas, moi, je partage mon expérience. Mm. Chacun partage ses expériences. Moi, je partage mon expérience. Et pour les non-croyants, alors, ils font comment? Comme toi, pour toi, tu estimes que l'une des clés, justement, Jésus-Christ, qui a permis que tu puisses pardonner. Oui. Pour quelqu'un qui ne croit pas en tout ça. J'ai dit tantôt, faites-vous aider. Oui, ah, ok, d'accord. Parce que le pardon, ça libère, certes, Ouais. mais c'est dur. C'est très dur de pardonner. C'est pour ça qu'il faut te faire aider. Moi, je te dis, selon mon expérience, ça m'a libérée. Et je suis sûre et certaine que ça va te libérer quand tu pardonnes. Mais par contre, ce que je ne te cache pas, c'est très dur de pardonner. Et c'est pour ça qu'il faut te faire aider. Pour les gens qui croient, priez. Il ne faut pas non plus prier juste pour aller prier, pour faire semblant. Soyez sincères avec Dieu. Si tu ne crois pas, va consulter. Même pour les gens qui croient, allez consulter les psys. Il y a des groupes. Soyez sincères. Ou prenez le temps. Et surtout, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut. Ça ne veut pas dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai consulté un psy qui est reconnu mondialement, que lui, là, il fait des miracles. Donc, aujourd'hui, dès que je vais sortir de son bureau, je serai déjà guéri. Non, prends le temps qu'il te faut, mais continue. Mais est-ce que le temps permet de penser toutes les blessures, selon toi? Je pense qu'on vit toujours avec les blessures. Je pense que on vit toujours avec les blessures, mais on arrive à les gérer. Bon, on arrive à les gérer. Mais en fait, moi, j'ai toujours du mal. Enfin, il y a la blessure d'avoir perdu mon papa qui est toujours en moi. Ça va m'accompagner. Oui. Mais le pardon m'a libéré, a enlevé la rancune que j'avais envers les personnes qui l'ont tué. Peut-être que le temps guérit certaines blessures et te permet aussi de vivre, d'accepter d'autres blessures qui t'accompagnent, qui vont rester toute ta vie. Et aussi, il y a un truc qui m'a interpellé dans ton livre, c'est que tu dis que tu es devenu carrément un garçon manqué. J'étais. Tu étais un garçon marqué. Et est-ce que bon, parce que des fois aussi, il arrive qu'autour de nous, on a des filles qui sont des garçons manqués. Tu penses que des traumatismes comme cela pourraient expliquer? Non, 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 non. Quand je disais que j'étais un garçon manqué à l'époque, j'étais un garçon manqué à l'époque, mais c'était une bonne couverture quand je me battais. Parce qu'on disait, elle est garçon manqué, elle est turbulente, elle est ça, elle est ça. Parce qu'imaginez, si j'étais trop sage et que du jour au lendemain, je commence à me battre, les gens allaient se poser des questions. Mais il y a un truc qui ne va pas. Ah, voilà. Mais moi, c'était une bonne couverture. Et voilà, c'est ça, c'était une bonne couverture. Mais est-ce que le fait de pardonner ne te rend pas plus vulnérable? Plus vulnérable? Dans quel sens? Dans le sens où, puisque je pardonne, donc maintenant, quelque part, je permets à la personne, d'une certaine manière, de m'atteindre à nouveau.
Non, non, je l'ai dit. Quand tu pardonnes une personne, ça ne veut pas dire que tu vas être pote avec l'autre personne. Si je te pardonne, si tu m'as... Allez. Si je te gifle. Si tu me gifles et que je te pardonne, ben déjà, je vais porter plainte. Et après, je vais t'éviter. C'est juste, en fait, le pardon ne va pas changer la personnalité de l'autre personne. Tu sais que c'est quelqu'un que tu vas éviter. S'il faut porter plainte, tu vas porter plainte. Mais c'est juste pour toi, tu sais que, lui là, je vais plus le garder dans... Par exemple, on va dire un autre cas. Tu as un ami, vous faites un business. Mais in fine, la personne t'escroque. Donc, il te vole, je ne sais pas, 10 000 euros. Ce que tu vas faire, certes, ça va te faire mal. Tu vas porter plainte. Il faut pardonner pour juste être en paix avec toi-même. Après, tu sais que la prochaine fois, tu vas éviter cette personne. Tu ne vas plus faire des business avec lui. Voilà. Ok, donc bon, le pardon est un peu égoïste, quoi. Non, le pardon, c'est pour toi. Même la rancune est égoïste. Hein. Toi, oui. tu penses que, en fait, en gros, les gens pensent que quand tu as de la rancune envers une personne qui t'a fait du mal, tu penses que tu es en train de le punir. Lui, il vit sa best life. Il s'en fiche, il a bouffé les 10 000 euros, il a tué la personne. Il vit sa best life. Ou, je sais pas, mais il pense même... tranquillement. En tout cas, il pense même pas à toi. Ouais. Mais quand tu pardonnes, quand tu as de la rancune, des fois, par exemple, tu peux être en train de travailler et tu te rappelles de « Ah, monsieur Jean m'a escroqué 10 000 euros. » Ça va tourner dans ta tête pendant, je ne sais pas combien, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça veut dire que tu viens de perdre 1 heure de ton temps à ressasser ce que Jean a fait. Tu vois, c'est égoïste. Ouais. En fait, la rancune, c'est égoïste. Enfin, elle te donne à toi-même hein, de mauvais fruits, des fruits qui sont pourris, et ça te rend malade. Tandis que le pardon te donne de bons fruits qui vont te donner de la vitalité, et tu vas savourer la vie. Aïe, 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 tu vas savourer la vie. Savourer la vie. Et donc, depuis que tu as réussi à pardonner, je redis ça comme ça, comment tu te sens? En paix. Quand je pense, quand j'ai pardonné, j'ai une amie qui m'a posé la question. Maintenant, on me demande souvent, comment tu sais que tu as pardonné? Même quand je pense à cette personne-là, je ne ressens plus cette... Il n'y a plus l'amertume. Donc, quand il n'y a plus l'amertume, je suis... vraiment, c'est doux. C'est doux. Non, je suis un peu avec moi-même. J'arrive à faire d'autres projets. J'arrive à découvrir plein de choses. J'arrive à savourer ma vie. On va m'appeler Madame Savourer. Madame Savourer. Mais je vis en paix. Avec moi-même, je ressens de la paix. D'accord. Imaginons une personne qui vient te voir, elle te dit, bon, je viens de perdre mon père ou ma mère, peu importe la circonstance, j'ai du mal à faire le deuil. Tu lui dirais quoi? Tu as du mal à faire le deuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet être me manque, je ne sais pas comment faire, parce que tu as une amie qui est devenue folle. Dans le livre, tu l'expliquais tantôt que tu as une amie qui, suite à la perte de son père, elle a eu des troubles psychiatriques, on ne comprenait même plus ce qu'elle disait et tout le bazar. Finalement, quand ça a commencé à aller mieux, elle est décédée. Oui, pour une personne qui n'arrive pas à faire le deuil, déjà, la mort, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Ça nous arrivera tous tôt ou tard. Et pour moi, c'est les personnes qui meurent, certes, elles quittent ce monde, mais elles restent en nous. Et c'est à nous, en fait, de trouver la force au fond de nous pour continuer à vivre. Et cela, ça sera en fait une belle façon de leur rendre, de rendre un bel hommage à ces âmes perdues. Donc, c'est plus, voilà, il faut essayer de trouver la force pour surmonter ça. D'accord.
Ok. Maintenant, je sais que tu es aussi investisseuse dans l'immobilier. Je n'avais pas dit dans quoi. Hein. Il a dit. Il m'affiche. Tu vas bien passer sur un autre épisode du podcast avec Maître Martial Noumedem à qui on fait un gros big up. Il faut aller chercher la vidéo et commenter. Il va d'abord mettre le bouton là, c'est quelque part en haut. Il veut mettre. Voilà. Aujourd'hui, tu es investisseuse dans l'immobilier. Statut matrimonial. En couple, marié, des enfants, c'est quoi? C'est quoi le statut? Joker. Hey! Pourquoi Joker là maintenant? Oh! Vous voyez la sortie le Joker. Qu'est-ce qu'il y a de secret dans ça? Est-ce qu'on peut mettre Joker en paix? Joker. Il y a des situations que tu ne sais pas exactement. Donc, Joker. Ça, c'est ça les bandits qui font les Jokers comme non, ça. non, pas vraiment. Non. Ça, Il y a des choses qu'on ne dit pas très tôt. On ne dit pas très tôt. Ok, ça va, ça marche. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous au cours du week-end de l'écrivain, sachant que tu seras conférencière? Ma présence. Donc, je rigole. Ta présence, alors, je vais vous partager, je serai là, je vais vous partager mon expérience de résilience, les bienfaits qu'il y a dedans. Si pour une personne qui, pour X ou Y raison, n'arrive pas à pardonner ou pense que pardonner, c'est une faiblesse, venez, on va discuter et j'espère que mon expérience va te délivrer. Aïe, 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 tu parles comme un pasteur là. C'est l'onction. C'est l'onction que tu as fait donner comme ça. C'est l'onction. Ok, lourd. J'aimerais bien avoir ton avis sur certains points. Oui. Qu'est-ce que tu penses du féminisme? Qu'est-ce que je pense du féminisme? Le féminisme, pour moi, c'est se battre pour les droits des femmes. Voilà. Tu penses que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes en France? Déjà, le salaire, au niveau des salaires, on n'est pas égaux. À quel niveau? Dans quel boulot? Dans tous les boulots. Quel boulot? Dans tous les boulots. Bon, je vais vous poser une question. Toi aussi, moi aussi, pourquoi pourquoi le féminisme avec le pardon? Valère. Non, mais on a fini le pardon. Allons dans les choses les plus larges. D'accord. Élargissons. Tu dis qu'il n'y a pas l'égalité des salaires. Déjà, il n'y a pas l'égalité des salaires. Est-ce que dans ton boulot, tu as l'impression que tu es moins bien payé que tes collègues? Déjà, tu sais, en France, on ne dit même pas les salaires qu'on perçoit. Oui, mais on peut échanger. Par exemple, si effectivement, les femmes étaient moins payées que les hommes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de femmes dans les entreprises que d'hommes? Pourquoi on n'a pas? Plus de femmes, beaucoup plus de femmes, si les femmes sont moins bien payées. Alors, on va laisser le côté salaire. Pour les droits, quand je parle des droits, c'est... Non, on reste dans les salaires parce que ça sera... Ouais, en termes de... Ça me rappelle... Ça me rappelle une vidéo que j'étais en train de regarder. D'ailleurs, on parlait des droits en France. On disait que c'est certes les droits de... les salaires ne sont pas... On n'est pas... équitable. Et aussi souvent, peut-être parce que souvent on va dire, parce que la femme, à un moment donné, tu seras en congé maternité ou des choses, donner la vie, c'est pas une faute. Voilà, souvent c'est ça l'excuse. Il y a cette excuse parmi tant d'autres. Quand tu fais comme ça veut dire que tu es en train de chercher une question pour me tacler. C'est que je vais te tacler, mais je vais laisser le côté là. On les sort. Charlène. C'est moi. Tu dis que Jésus-Christ a sauvé la vie. Oui. C'est qui Jésus? Jésus, c'est déjà mon Seigneur et mon Sauveur. C'est le Fils de Dieu qui a été envoyé dans le monde pour nous délivrer. Est-ce que Jésus, c'est Dieu? Jésus, c'est Dieu. Enfin, il y a la Sainte Trinité. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais est-ce que c'est à la Dieu? droite. Est-ce que c'est Dieu? Oui, il est Dieu. Il est Dieu. C'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Jésus, c'est mon Sauveur. Jésus, c'est Dieu. Pour moi, c'est Dieu.
Ah, pour toi, c'est Dieu. Oui. Ça veut dire que Dieu est mort. Dieu est mort. Jésus est mort, non? Ah, pour ça, il est ressuscité. Il est ressuscité. Ah, tu m'embrouilles. Il est ressuscité. Oh là là, bon, arrête de déconner, arrête de déconner. Est-ce que tu comptes retourner au Burundi bientôt? Non. Pourquoi? J'ai ma famille ici. Mm-hmm. Ma mère, il est ici et je compte fonder ma famille ici. Bon, pas pour... non. Et est-ce que tu penses avoir réussi à faire le deuil de ton père? Avoir réussi à faire le deuil de mon papa. Je pense qu'en écrivant le livre, ça m'a ramené, ça réveillé certains souvenirs. Et le fait aussi d'avoir pardonné, j'ai l'impression que je lui ai donné la possibilité, en quelque sorte, de se reposer en paix. D'accord. Et je vais te poser une question, vraiment, je suis sûr que tu ne la vas pas venir. Hi. C'est par rapport à ça, t'inquiète, on va rester là. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour que tu as l'impression que ton père essaie de te faire passer un message? Est-ce que ça t'est arrivé? Non, mais je me rappelle qu'à chaque fois quand le Seigneur me demandait de pardonner, souvent j'imaginais mon père, genre, qu'est-ce qu'il pense de quoi? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, je voyais son visage, enfin, je le visualisais en train de sourire et sincèrement, je le visualisais en train de sourire. Et c'était peut-être aussi parce que c'était un homme souriant. Mais j'ai jamais pensé à ce genre. Mon père qui essaie de me passer le message. Valère, il est mort. Je l'aime beaucoup. Il est en moi. S'il essaie de me passer le message, j'aurais peur. Papa, où tu es? Reste en paix. Vraiment, moi j'ai peur. J'ai des phobies, je sais. Bon, ok. Charlène, on tend vers la fin de notre échange. C'est quoi ton plus... Tu vas me répondre en un mot. Hein. C'est quoi ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut... Après, je ne sais pas comment le dire en un seul mot. C'est de ne pas être ponctuel. Ah bon? Mais je travaille dessus. Là, je suis arrivée un peu tôt quand même. Ouais, tu vois, ça commence. Là, ouais, c'est mon plus gros défaut. La ponctualité. C'est un problème. Heureusement, j'ai une amie qui est très, très ponctuelle. Elle m'a dit, la ponctualité, quand tu es ponctuel, ça veut dire que tu montres du respect. Et moi, j'aime c'est une de des valeurs que... Le respect. Le respect. Ok. Et la plus grande qualité? La loyauté. Ah, c'est fort ça, la loyauté. C'est fort, c'est fort. Ton repas préféré, c'est quoi? J'ai pas de repas préféré. Comment il y a bien... Bon, tu peux dire que c'est le ndolé, on prend. Non, c'est pas parce que j'aime bien les Camerounais que... Non, là, je pourrais plutôt dire le taro, parce qu'il y a plein de viande. Ah, bah, c'est que tu préfères le taro, alors? Alors non, je préfère tout plat avec plein de morceaux de viande dessus. Tu es une viande. Ben, les végétariens vont t'avoir de travers, alors. Pardonnez-moi, ça va vous libérer. Elle est belle, celle-là. Bon, Charlène, ta caméra, elle est là. Oui. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. J'allais dire comme j'allais parler comme les présidents. Mais sans toi. Citoyen, citoyenne. Bref. Toute personne qui a du mal à pardonner, à toute personne qui pense que pardonner, c'est être lâche, à toute personne qui... ouais, en grosso modo, qui a qui vit un traumatisme à cause d'une personne qui lui a fait du mal. Tout ce que je peux te dire, le pardon, enfin j'ai vécu ça, le pardon m'a libérée d'une façon que je ne m'attendais pas. Et je t'invite aussi à travailler sur ça. Fais-toi accompagner s'il le faut. Surtout, fais-toi accompagner parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à pardonner
sans consulter des spécialistes. Ça doit arriver. Mais ça doit arriver. Je ne connais pas tout le monde. Mais si tu veux, s'il le faut, fais-toi accompagner. Mais vraiment, travaille sur cet aspect qui est le pardon. Et crois-moi, ça va te libérer. Quand je te partage mon expérience, c'est comme quand, tu sais, quand tu as découvert un bon restaurant, pour moi qui aime la viande, qui propose des bonnes brochettes, quand je te dis là-bas, c'est bon, tu ne seras pas déçu. Et tu sais que quand tu vas aller là-bas, tu ne seras pas déçu. Le pardon, c'est succulent, c'est merveilleux, c'est libérateur, c'est... Bref, c'est bon. C'est doux. C'est doux. Moi, je dis c'est doux. Et vraiment, garder la rancune, c'est permettre à cette personne qui t'a fait du mal de te faire c'est permettre à cette personne qui t'a offensé de te faire du mal encore genre 2 fois ou 3 fois. Il est qui pour lui donner ça, pour lui donner ce droit? Fais-toi du bien, pardonne et goûte à cette douceur et savoure la vie. Tu as une bonne destinée. Non, je suis quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Chalet. Amen. Amen. Au pluriel. Au pluriel. Amenez la paix, amenez le pardon. Voilà, bref, l'équipe, vous l'aurez bien compris, le pardon libère. Et garder la rancune, c'est accepter que la même personne vous fasse mal 2 fois plus. Mais ce que moi je retiens, c'est surtout qu'on pardonne plus pour soi-même, pour être bien. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Voilà. Pardonner ne veut pas non plus dire qu'on va être amis ou proches à nouveau. Non. Voilà. Donc, pardon d'abord pour guérir. Bref, voilà. L'équipe, le 3 mai, Charlène Irakoze. Comment tu prononces? Irakoze. Irakoze. Irakoze, c'est doux aussi, hein? C'est un genre. Ouais, Charlène donne rendez-vous ce 3 mai au week-end de l'écrivain du côté des salons de l'Aveyron dans le 12e arrondissement de Paris, le 75. Toi-même, tu connais. Pour vivre un moment riche en inspiration et en enrichissement. Donc, pour en savoir plus, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Je précise déjà que dans le prochain épisode, nous allons recevoir Jocelyne Tematio sur le siège des accusés. C'est qui on va tirer la balle réelle. Je pense que tu as vu un des épisodes qu'on a fait avec elle il y a quelques jours en arrière. Bon, cette fois-ci, elle revient parce qu'elle dit qu'elle s'est mieux préparée. Parce que dans l'épisode d'avant, elle avait sorti le Joker. Donc, j'espère que cette fois-ci, elle va te le donner. Bref, rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Et on s'est dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io.